7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les midterms avec des résultats qui aujourd'hui sont connus, ces traditionnelles élections de mi-mandat outre-Atlantique aboutissent à un congrès divisé. D'un côté, le Sénat, appelé la Chambre haute, reste entre les mains des démocrates. De l'autre, la Chambre des représentants, appelée la Chambre basse, est reprise par les républicains. Qu'implique cette nouvelle configuration pour Joe Biden, dont le parti contrôlait jusque-là les deux chambres? Comment le président américain va-t-il pouvoir gouverner? Bonjour Tamara Boussac. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études nord-américaines. On vous doit notamment le chapitre consacré aux États-Unis dans l'histoire mondiale du XXe siècle aux presses universitaires de France. Après plusieurs jours de dépouillement, on a donc aujourd'hui les résultats avec une petite victoire pour le Parti républicain puisqu'il ne bénéficie que d'une très courte majorité à la Chambre des représentants. C'est donc loin de la vague rouge espérée. Oui, on a parlé d'une victoire en demi-teinte pour les Républicains et je pense que c'est vrai, eux-mêmes s'attendaient à ce que le score soit bien meilleur que ça. Donc effectivement, il y a une majorité à la Chambre pour les représentants, mais elle est très courte. C'est quelques sièges seulement d'avance pour les Républicains à la Chambre, le Sénat qui ne bouge pas. Donc effectivement, c'est une déception pour les Républicains, pour Donald Trump qui en avait fait une espèce de préélément d'annonce de sa campagne. Donc il aurait aimé que la victoire rouge soit plus clair, et notamment pour les candidats que lui-même avait investis. Voilà, donc c'est vrai qu'on est un peu surpris par ce résultat, et ça appelle, je pense, effectivement à considérer l'après et la manière dont Joe Biden va pouvoir réussir à négocier avec son Congrès, divisé, il est vrai. Et oui, parce que malgré tout, une courte majorité, c'est quand même une majorité, Tamara Boussac. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisque il va y avoir une chambre qui sera donc opposée au président, à moins, je ne sais pas, qu'il y ait la possibilité pour le président de négocier avec une partie des Républicains? Alors, le fait est que je pense qu'il faut se rappeler deux choses. C'est que, premièrement, le système institutionnel américain a l'habitude de ce genre de configuration. C'est-à-dire que les situations qui s'appellent de divided government, donc avec un État divisé, sont très fréquentes aux États-Unis. Quand, par exemple, le président va être démocrate et le Congrès républicain, ou l'inverse, ça arrive très fréquemment que le Congrès soit dans les deux chambres dominées par le même parti ou par des partis différents, comme c'est le cas. C'est quelque chose dont les Américains et dont les élus américains ont l'habitude. Joe Biden lui-même a été sénateur pendant très longtemps, donc il est très aguerri, il est très au fait des techniques de négociation à l'intérieur du Congrès et de comment il faut s'y prendre. La deuxième chose, c'est que dans le système institutionnel américain, le président est extrêmement puissant, et que ce n'est pas parce que effectivement là le Congrès ne va pas forcément être tout de suite d'accord avec ses propositions que le président reste impuissant. Un exemple tout simple, c'est que le président a un droit de veto sur n'importe quelle loi adoptée par le Congrès. Donc ça lui donne une marge de manœuvre absolument énorme. Et Biden a déjà annoncé que... Un droit de veto. Un droit de veto, Mais absolument. pourtant, on le décrit généralement comme étant un président faible. N'importe quel président américain, dit-on habituellement, a généralement un pouvoir limité par rapport, par exemple, au président français, Tamara Boussac. Alors, je pense que c'est à relativiser. De fait, le système de répartition des pouvoirs aux États-Unis fait que les deux branches, législatives et exécutives, doivent vraiment travailler ensemble pour pouvoir avancer. Donc là, je pense qu'on est dans une situation où les deux partis et les deux branches vont devoir négocier âprement l'une avec l'autre. Mais le droit de veto du président le place dans une position de pouvoir extrêmement importante, et notamment pour tout ce qui est négociation budgétaire. Et ça, c'est quelque chose qui s'est déjà vu par le passé. À la fois Bush, par exemple, dans les années 2000, ou Clinton, auparavant, ont beaucoup utilisé leur droit de veto ou la menace d'un veto. Ce qui, ça, effectivement, oblige le parti récalcitrant d'opposition à négocier avec le président. Et Biden a d'ores et déjà annoncé que si les républicains à la Chambre avaient des velléités d'adopter des lois pour détricoter ce qui a été fait pendant les 2 dernières années, tout simplement, il le rejetterait par veto. Mais alors, dans ces conditions, pour la question du budget, par exemple, Tamara Boussac, est-ce que la menace, c'est d'arriver à un shutdown, autrement dit, à cette situation étonnante à laquelle on était arrivé sous Donald Trump, où
euh, l'État ne fonctionne plus, la machine étatique ne fonctionne plus parce que les fonctionnaires ne sont plus rémunérés? C'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand effectivement le Congrès n'arrive pas à s'accorder sur un budget, ou si effectivement le président rejette par veto le budget adopté par le Congrès, ça peut mener à une fermeture temporaire des activités non essentielles de l'État fédéral, tout simplement parce qu'il n'y a pas de budget pour le financer. Donc effectivement, hein, ça peut mener au fait que les fonctionnaires fédéraux ne vont pas être rémunérés pendant un certain temps, et donc à la fermeture de certaines activités ou de certains sites touristiques, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on a pu voir, ces dernières années. Donc, effectivement, ça donne quand même une très mauvaise image du travail législatif, hein, bien sûr. Donc, les législateurs républicains comme démocrates n'ont pas forcément intérêt à ce que ça se produise. C'est vraiment à double tranchant. Dans les années 90, quand Bill Clinton a beaucoup rejeté par veto le budget adopté par les républicains à l'époque, c'est quelque chose qui a été extrêmement dommageable pour les républicains et plutôt à la faveur de Clinton. Donc, je pense que pour éviter ce genre de situation de blocage qui serait peut-être néfaste pour tout le monde, à part pour certains, voilà, certains élus qui voudraient faire quelques actions d'éclat en montrant que non, eux, ils sont intraitables sur certaines questions essentielles. Pour éviter ce genre de blocage, les deux partis vont devoir travailler ensemble, et je pense que les républicains vont devoir faire un choix à la Chambre des représentants. Est-ce qu'ils vont être dans une sorte d'opposition stérile aux démocrates et à Biden, ou est-ce qu'ils vont vouloir être constructifs pour la perspective des élections qui sont dans 2 ans? Est-ce forcément un handicap, sinon pour les démocrates ou pour Joe Biden en particulier, d'être dans cette situation-là, d'être en minorité dans une chambre pour 2024 s'il se représente, ou alors pour le candidat démocrate, Tamara Boussac? Je pense qu'il y a 2 éléments de réponse, hein. Le fait est que les démocrates, voire Biden, peuvent à certains égards tourner la situation à leur avantage. Il y a des exemples par le passé, hein, qui montrent que dans le cas d'affrontement entre le président et le Congrès, le président peut en ressortir avec une meilleure image. Voilà, l'image de quelqu'un qui sait où il va, qui est très assertif. Ça a été le cas pour Clinton, hein, comme je l'ai évoqué dans les années 90. En revanche, hein, quand on pense aux 2 fonctions du Congrès américain, la deuxième fonction, outre la fonction d'adopter les lois, c'est la fonction de contrôle de l'exécutif. On le voit récemment avec la commission d'enquête à la Chambre des représentants sur les événements du 6 janvier et au Capitole. Et ça, effectivement, l'avenir de ce travail de contrôle, c'est vraiment là aussi que les républicains vont pouvoir exercer un pouvoir de nuisance extrêmement fort à l'égard de Joe Biden. Déjà, parce qu'on ne sait pas vraiment quel va être l'avenir du coup de cette commission d'enquête sur l'attaque du Capitole. Deuxièmement, parce que beaucoup de républicains aimeraient lancer des commissions d'enquête contre un certain nombre de choses qui ont été faites pendant l'administration Biden, et notamment contre le fils de Joe Biden, hein, dont les activités financières à l'étranger sont regardées avec une grande méfiance par les Mais républicains. elles se poursuivent, ces activités financières? Alors, je pense que pour l'instant, c'est un peu en stand-by, on va dire, hein, effectivement, parce que Hunter Biden a À été l'arrêt. très attaqué, exactement, très, très attaqué sur cette question. Alors, effectivement, c'est un exemple. L'autre exemple aussi de commission d'enquête qui pourrait être mise en place et que voilà, certains républicains l'esquissent déjà, c'est pour comprendre ce qui s'est passé en Afghanistan et le retrait rapide d'Afghanistan, la débâcle en Afghanistan, comme elle est désignée dans le débat public. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce qu'il y a une responsabilité des démocrates et du président Biden sur ce sujet? Et alors, la dernière chose, en quelques mots, Tamara Boussac, il reste encore un État, la Géorgie, qui est particulièrement scruté. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir une deuxième élection en Géorgie. Il va y avoir un deuxième tour, hein, tout début décembre. Les deuxièmes tours sont rares dans le système politique américain. C'est une spécificité de l'État de Géorgie que quand aucun des candidats n'a plus de 50% des voix, il y a un deuxième tour. Alors, le fait est que, a priori, hein, le Sénat, de toute manière, devrait rester aux mains des démocrates grâce au vote de la vice-présidente qui est présidente du Sénat en Elle a réalité. 2 votes. Exactement. Et qui, du coup, peut faire pencher la balance en cas de blocage. Le fait est quand même que voilà, c'est un vote en Géorgie qui peut déterminer plus l'avenir du Sénat. Merci beaucoup, Tamara Boussac. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en études nord-américaines à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et on vous doit l'article États-Unis dans l'histoire mondiale du XXe siècle dirigé par Nicolas Beaupré, Florian Louis aux Presses universitaires de France.